Petit 2. De nouvelles perspectives. D'abord, parlons de l'ouverture sur le monde. Les taux de croissance, ils sont très forts sur le continent africain, de 2 à 6%. Alors pas pour tous les pays, mais pour des pays qui connaissent la croissance en Afrique, c'est quand même une croissance qui est colossale et qui fait rêver de nombreux pays européens. De 2000 à 2010, par exemple, on avait une progression annuelle qui était de l'ordre de 4% du PIB par habitant. Et ça, c'est une grosse croissance. En France, on peine à arriver à dépasser les 0,2, 0,3%, puis quand il y avait une progression de prévue à 0,4%, c'était waouh, c'était la fête quoi. Bon, là, quand on est à 4% du PIB par habitant, ça fait une sacrée croissance. Hein. Qu'est-ce qui permet cette progression annuelle ? Notamment la consommation intérieure. La population est de plus en plus nombreuse, de plus en plus jeune, et toutes ces personnes-là, elles consomment. Et ça alimente la croissance intérieure. Et du coup, petit à petit, la perception extérieure, elle change. C'est-à-dire qu'en fait, cette Afrique, pour de nombreux investisseurs, devient de plus en plus un marché d'avenir. Et ce marché d'avenir, il est représenté par la population africaine. C'est-à-dire qu'en 2025, en Afrique, l'Afrique regroupera un tiers des moins de 25 ans dans le monde, démographiquement parlant, et peut-être même avant, à cause de la crise du coronavirus. Hein. Mais les jeunes, c'est un marché dynamique, et les marchés dynamiques, ils attirent toujours les entrepreneurs. Alors, passons à une autre série de diapositives. On s'intéresse aux diapositives 4, 5, 6 et 7. Voilà, je vous laisse regarder ces diapositives-là. Ah tiens, qu'est-ce qu'il fait là, lui ? Ça alors ? Non ? Ça vous avez rien remarqué ? Bon. Ah ça m'étonne. Regardez bien la diapositive. Il y a quand même quelque chose qui devrait vous marquer. Bon, on observe quoi sur le continent africain ? On observe aussi l'émergence d'une classe moyenne. Une classe moyenne qui est formée, qui a été à l'université, qui a fait des études après le bac. Une classe moyenne qui exerce des métiers qui lui permettent d'avoir des revenus un peu plus confortables que le reste des habitants de l'Afrique. Et puis cette classe moyenne, elle consomme. Elle voyage. Elle voyage parfois dans son propre pays ou parfois dans un pays voisin. Et du moins elle cherche à voyager, et elle s'ouvre à l'extérieur. Les besoins de le secteur du tourisme se développe pas que pour le tourisme à l'étranger. Hein. Les photos de plage que vous avez ici à Majanga, c'est des photographies que j'ai prises et qui montrent que ça se fait d'aller à la plage. Là on est à Majanga, à Madagascar. Et en fait, il y a beaucoup d'habitants de la capitale qui vont passer leurs vacances à Majanga. Alors bon, de Tana à Majanga, il y a un peu plus de 500 km. C'est pas très loin, hein, 500 km. Bon, sauf que c'est 500 km de route bien escarpée. Hein. On est en altitude à Tana, donc il faut descendre jusqu'à la côte. Donc il y a des grandes portions de route qui s'apparentent à de la route de montagne. Et puis, vous en avez pour 12 heures de voyage, hein, presque. Donc c'est quand même sport. Mais quand vous connaissez pas autre chose, vous les faites ces heures de voyage. Puis finalement, plein d'entre vous font parfois 12 heures de voyage en comptant les embouteillages, mais dans une voiture qui a bien souvent la climatisation. Et vous arrivez, il y a la piscine. Bon là, le voyage à la malgache, c'est un petit peu plus rudimentaire. Bref, vous avez compris ici que cette classe, elle s'ouvre et elle consomme, elle dépense de l'argent, et ça attire aussi les investisseurs. Qu'est-ce qui attire aussi ? Pas que ses habitants. Ce qui attire aussi, ce sont les terres africaines. C'est-à-dire que il y a des États et des entreprises de certains États qui sont attirés par les terres du continent africain, qui peuvent devenir des terres agricoles. C'est le cas par exemple de la Corée du Sud, de l'Arabie Saoudite, de la Chine. Des entreprises de ces pays vont acheter des terres sur le continent africain. Par exemple, l'entreprise Daewoo, à Madagascar, elle avait acheté d'immenses surfaces agricoles dans la finalité de produire à manger et de pouvoir exporter ensuite en Corée du Sud ces productions alimentaires. Alors on parle d'accaparement des terres. L'accaparement des terres, vous l'avez en illustration dans votre livre, il y a 2 documents qui parlent de cette logique d'accaparement.
Ce sont les documents 1 de la page 277 ainsi que le document 2 de la page 297. On passe à une autre diapositive. On s'intéresse à la diapositive numéro 8. Cette diapositive, elle revient ici sur la téléphonie mobile. En fait, le continent africain, il est touché par la révolution des télécommunications. Alors il y a le document 2 de la fiche à joindre à cette diapositive 8, puis on peut rajouter la diapositive numéro 9 aussi. C'est même mieux de le faire. La révolution des télécommunications, elle a touché le continent africain. Il n'était pas en marge de cette révolution des communications. Et la révolution de la téléphonie en Afrique, c'est d'abord la téléphonie mobile. C'est-à-dire que les villes africaines, elles sont couvertes à près de 90% de la téléphonie mobile. C'est-à-dire quand vous êtes dans une grande ville africaine, vous pouvez prendre votre téléphone portable et téléphoner. Quand vous êtes en brousse, c'est un petit peu plus compliqué. Mais quand vous êtes dans les grandes villes, il y a peu de difficultés, vous arrivez à téléphoner. Et de très nombreux Africains ont ainsi un contrat d'abonnement à un téléphone mobile, ou plutôt ont un téléphone mobile et une puce. Alors en général, c'est des puces rechargeables qui permettent d'appeler. Le haut débit lui-même, il est en croissance. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de gens connectés à Internet et de gens connectés à l'Internet haut débit sur le continent africain, mais relativisons quand même les choses. On retrouve sur le continent africain seulement 5% des internautes mondiaux. Et dans ces 5%, quand on fait le détail, en fait, on se rend compte que les internautes sur le continent africain, la moitié de ces internautes, ils vivent soit en Afrique du Sud, soit au Maghreb. Et petit rappel, au Maghreb, dans les révolutions qui ont eu lieu en Égypte et en Tunisie, le poids des réseaux sociaux, il a joué un rôle majeur. Bon, ça c'est pour parler d'ouverture sur le monde. On a développé ici pas mal d'arguments qui nous permettent de montrer que le verre il est pas si à moitié vide qu'on avait pu le voir dans le petit 1. Le verre il est aussi à moitié plein. L'Afrique s'ouvre au monde. On passe au deuxième point. Un continent attractif en cours de décollage. Et on s'intéresse à la diapositive numéro 11. Une diapositive qui nous présente ici les flux nets d'IDE qu'on couplera avec le document 1 de la page 163. On observe quoi? On observe que sur le continent africain, on a une augmentation des investissements directs à l'étranger. Il y en avait 10 millions en 2000, il y en avait 10 milliards en 2000, il y en avait 50 milliards en 2012. C'est-à-dire qu'en espace de 12 ans, ils ont été multipliés par 5. Et cette augmentation, elle continue. Cette augmentation des IDE, elle est liée à des firmes transnationales. Ces firmes transnationales, qu'est-ce qui les attire? Ce sont les classes moyennes urbaines. Pourquoi? Parce que ces classes moyennes urbaines, ce sont celles qui s'équipent, ce sont celles qui consomment. Et il y a des clients à développer. Et dans ce marché, dans les flux d'IDE, donc il y a les firmes transnationales, et puis il faut ajouter aussi les diasporas, la diaspora libyenne, la diaspora chinoise, qui elles aussi investissent, enfin indiennes et pakistanaises même, qui investissent dans ces territoires, en lien avec le territoire d'origine ou le territoire dans lequel ils ont de la famille, ils tissent des réseaux et ils importent des marchandises, ils développent des petits magasins, des commerces qui se développent. Document 3 de la fiche, la Chine-Afrique. La Chine-Afrique, c'est une expression qui a remplacé celle de France-Afrique et qui caractérise ce poids exercé par la Chine aujourd'hui sur l'économie des États africains. Alors, on peut illustrer cette Chine-Afrique aussi au travers de 3 diapositives. La diapositive de 11, donc la diapositive numéro 12, la 13 et la 14. Bon, depuis 2010, la Chine c'est devenu le premier partenaire commercial du continent africain.
On parle de Chine-Afrique. L'Inde, elle a embrayé le pas, et le Brésil, on l'a vu, il ne veut pas rester en reste, et lui aussi, il investit de plus en plus sur le continent africain. Quand on regarde d'autres diapositives, les diapositives 14 et 14 on se rend compte aussi que des grands chantiers sont entrepris sur le territoire africain. Des chantiers de nouveaux ports, pour le Maghreb par exemple, ou à Djibouti, par des États tiers, notamment la Chine. On a une réalisation d'une ligne de TGV qui est prévue au Maroc, on a des corridors de circulation en Afrique australe, on a des barrages hydroélectriques en Éthiopie, comme des grandes routes aussi en Éthiopie, de prévues, et qui ont forcément ici une influence sur le territoire africain, bien sûr. Le point suivant, l'émergence de pôles africains. On parle de l'émergence de pôles africains. Donc on l'a dit tout à l'heure, on se répète un petit peu, on a les pays de... Alors il y a un moyen mémotechnique pour le retenir, c'est l'ANEMA. L'ANEMA, c'est Afrique du Sud, Nigeria, Égypte, Maroc, Algérie, Angola. En fait, ce sont des pôles pour le continent africain. On l'a dit, il y a 70% du PIB du continent. Alors, certains parlent des lions africains. Pourquoi des lions africains ? Eh bien, c'est une forme de réponse. Rappelez-vous, alors non, on n'a pas étudié l'Asie, mais quand on a parlé de la mondialisation, on a parlé des tigres asiatiques. Eh bien, aux tigres asiatiques répondraient les lions africains, ces pays qui seraient des sortes de NPI pour certains, des nouvelles puissances industrielles au regard du continent africain. Bon, reste que quand on parle de ces pôles africains, il y a quand même une différence majeure entre l'Afrique du Sud et le reste des pays et le reste des lions africains. Pourquoi ? On a une bourse quand même à Johannesburg qui joue son rôle de bourse, alors que le Nigeria, l'Égypte, le Maroc et l'Algérie, ce sont davantage des puissances régionales. Et leur problème, y compris pour l'Afrique du Sud, c'est que le poids diplomatique mondial qu'ils représentent, il reste quand même très petit. Et quand on parle des pôles africains, il faudrait parler aussi du processus de littoralisation. Et on a des grandes façades maritimes quand même sur le continent africain. On a une façade maritime méditerranéenne, on a une autre le long du golfe de Guinée, et puis on en a aussi une le long du littoral de l'Afrique du Sud, donc qui ne sont pas à prendre à la légère et qui sont bien des pôles plus connectés au monde que les autres. Alors, finissons avec le troisième point, les défis du continent africain. Et pour parler des défis du continent africain, on va décliner et on va commencer par parler du défi politique. Défi politique. Alors, dans le chapitre, on va s'intéresser à chaque fois à essayer de faire varier l'échelle. C'est l'objectif on s'intéresse au document 4 de la fiche. Sur ce document, on a différents processus d'intégration régionale qui sont présentés, qu'on peut coupler avec le document 2 de la page 275 pour vraiment enrichir jusqu'au bout notre analyse. À l'échelle continentale, on observe quoi ? On observe que pour peser davantage, les États africains ils se regroupent dans des organisations régionales comme la CEDEAO qui regroupe une quinzaine de pays. On a aussi la SADC, on a l'UA, l'unité africaine. Alors la SADC, c'est la communauté de développement de l'Afrique australe qui a été créée en 1922. Grâce au document 6 de la page 270, on peut changer d'échelle, je vais y arriver, et se rendre compte qu'à l'échelle nationale, régionale, alors dans les régions de l'Afrique, on a des conflits locaux, par exemple entre le Soudan et le Soudan du Sud. Il y a eu le Rwanda en 1994, des guerres civiles entre la Libye et la Côte d'Ivoire, enfin des guerres civiles en Libye, des guerres civiles en Côte d'Ivoire, pas entre la Libye et la Côte d'Ivoire bien sûr.
qui sont à signaler. On a bien ici des conflits locaux, on a des tensions politiques aussi, à l'intérieur du Zimbabwe, à l'intérieur du Nigeria, on en a eu à Madagascar, on en a eu au Kenya, on en a eu en Éthiopie. Bref, ce défi politique, c'est celui aussi de la stabilité des relations entre les États, des États eux-mêmes. Et puis on peut passer à l'échelle nationale et se rendre compte que il y a encore des frontières qui sont contestées en Afrique. L'État lui-même est parfois remis en cause. C'est-à-dire que si on prend le cas de Madagascar, encore une fois, à Madagascar, il y a eu plusieurs crises politiques. Et en fait, il en ressort quoi ? Il en ressort que les citoyens, ils ont de moins en moins confiance en l'État. On a essayé de les mobiliser au travers de l'ethnicité pendant longtemps. Il y a eu pendant longtemps un affrontement entre une volonté d'essayer de mobiliser les gens plutôt autour de la notion d'ethnie, entre les ethnies du centre et les ethnies de la côte, entre les côtiers et les mernes, MERINA, qui a pas du tout pris, enfin qui a peut-être marché pour mobiliser électoralement les gens au tout début de la crise, mais finalement elle a pas réussi à prendre. Mais à Madagascar, la nation continue à exister, c'est-à-dire que les Malgaches ils disent tout le temps je suis malgache. Par contre, l'État malgache, lui, il est complètement défaillant. C'est-à-dire que la nation est devenue plus forte que l'État lui-même en termes de représentativité. Au Kenya, la politisation par l'ethnie, c'est un moyen d'essayer de conquérir le pouvoir. C'est-à-dire, si vous êtes l'ethnie la plus nombreuse dans un pays, et que vous arrivez à faire voter les gens en regard de cette ethnie, bingo électoral. Il y a 70% de l'ethnie dans votre pays, vous dites je suis le candidat de telle ethnie, si tous les gens de cette ethnie votent en regard de l'ethnie et seulement en regard de l'ethnie, vous êtes sûr d'être élu. Donc il ne faut pas s'y tromper, il y a cette volonté ici de politiser l'ethnie qui marche, heureusement, de moins en moins. C'est un peu comme si aujourd'hui un candidat disait moi je suis le candidat du sud de la France, votez pour moi. Non, ça marcherait pas comme ça, parce qu'il y a des gens dans le nord qui diraient moi je vote pour lui aussi, puis il y a des gens dans le sud qui diraient moi je vote pas pour lui. Bref, cette politisation de l'ethnie, il faut la relativiser, mais il faut pas oublier que bien souvent elle donne lieu à des bains de sang. C'est-à-dire qu'en fait il y a quand même des gens qui sont prêts à les tuer pour des idées politiques et au travers de l'argument ethnique. Et on l'a vu de la façon la plus tragique possible au Rwanda. Défi aussi de la gestion politique. C'est-à-dire que pour gagner en crédibilité, les États ils ont besoin de fonctionner, de faire fonctionner ne serait-ce que les services publics en améliorant les infrastructures de base. Et quand vous n'avez pas d'argent, vous faites comment ? Et là, c'est compliqué, parce que si vous voulez que les gens croient en l'État, il faut que l'État il fonctionne. Et quand vous n'avez pas les moyens de payer vos fonctionnaires, les gens ils n'ont pas confiance en l'État. Et ça, c'est un vrai défi politique également. Garder le pouvoir pour les dirigeants qui sont en place, c'est aussi un défi. Et les printemps arabes l'ont démontré, notamment pour l'Égypte et la Tunisie. Deuxième point, donc ici, le défi social. Le développement, il est inégal d'un pays à l'autre. Et c'est vrai partout dans le monde, et c'est vrai sur le continent africain. Et notamment, si on prend le cas, par exemple, du Nigeria et du Mali. Les deux ont un développement inégal. Mais si on change d'échelle, donc il y a socialement, la situation du Nigeria et celle du Mali ne sont pas la même. Mais on a aussi des différences entre les régions. C'est-à-dire que le sud du Nigeria est beaucoup plus riche que le nord du Nigeria. Donc, à l'échelle même d'un État, on voit que le développement, le défi social, il est inégal. Si on s'intéresse à l'échelle locale, on peut aller à Nairobi, au Kenya, et c'est ce que nous invitent à faire les diapositives 15 bis, 15 ter et 15c, je crois qu'elles s'appellent comme ça dans mon fichier. Voilà, ça arrange pas les choses avec ces noms de fichiers, mais ce sont bien des diapositives intéressantes à voir. On est à Kibera, là. Kibera, c'est le plus grand bidonville d'Afrique. Il est à Nairobi. Et on voit bien ici cet espace qui est complètement en marge du reste de la ville.
et qui est bien un défi d'ordre social qui se pose dans la gestion de la ville. Des villes africaines qui sont marquées par le développement de la transition démographique et de ce boom, ce surplus très, très vif d'habitants à l'intérieur des grandes métropoles. Et donc le défi social, il est aussi lié à cette inégalité sociale entre des quartiers riches et des quartiers pauvres qui vivent dans des distances qui sont très proches les unes aux autres. Le document 7, de la page 270, il illustre un autre défi social, c'est celui de l'accès à la sécurité alimentaire, qui doit être une priorité. Parce que si vous nourrissez pas votre population, ça pose des soucis. Et la malnutrition, il faut savoir qu'elle touche près de 230 millions de personnes sur le continent africain. Et quand les gens ils ont faim, socialement, ils sont plus difficiles à contrôler. C'est-à-dire que quand vous avez faim, vous êtes prêt à attaquer une boulangerie, et surtout quand vos enfants meurent de faim. Donc là, c'est une source d'instabilité, c'est aussi un problème, cet accès à la sécurité alimentaire, pour votre bonne santé. Et quand vous n'êtes pas en bonne santé, vous ne pouvez pas travailler et produire de façon efficace. On a d'autres diapositives, les diapositives 16 à 20, qui illustrent ici le système D, j'ai envie de dire, D comme des brouilles, qui sont en lien, enfin toutes les activités qui sont en lien avec le système qu'on appelle le système informel. En fait, c'est quoi le système informel? C'est l'économie informelle, c'est tout ce qui est non déclaré, qui est pourtant une source de croissance pour les pays africains. C'est-à-dire qu'en fait, on a plein de multiplicités de tout petits métiers, de celui qui vend de l'essence, celui qui vend des cigarettes au détail, celui qui va vous vendre des puces de téléphone, celui qui va vous vendre des parapluies, qui va vous vendre des balais d'essuie-glace, qui va vous proposer de recharger votre briquet, ou qui vend des yaourts dans la rue, ou celui qui vous propose de passer des appels avec les taxiphones. Donc on a une multiplicité de plein de petits métiers, des micro-métiers même parfois, qui l'air de rien permettent à très nombreux habitants de vivre. Mais le problème, c'est qu'on est dans l'économie informelle, et pour les États, la difficulté, c'est de faire passer ces activités du secteur informel qui ne paye pas d'impôts au secteur formel qui paye des impôts pour avoir un budget pour faire fonctionner l'État. Là, il y a un défi social. Et puis le dernier défi, évidemment, c'est de fournir un système de santé performant à ses habitants. Des habitants en bonne santé, c'est des habitants performants. Et puis d'avoir aussi une population bien formée. Pourquoi ? Parce qu'une population bien formée, elle peut faire des choses plus élaborées qu'une population qui n'est pas formée. Donc, défi social, c'est aussi celui de la santé et de l'éducation aux populations. On finira avec le défi démographique. Défi démographique, on va se plonger dans le document 5 de la fiche, qui illustre l'essor démographique que connaît le continent africain. En fait, l'Afrique, l'une de ses caractéristiques majeures, c'est l'énorme croissance démographique qu'elle connaît actuellement. On a un accroissement naturel qui est lié à la transition démographique, une diminution de la mortalité alors que la natalité reste encore élevée, ce qui fait que la population du continent africain, entre 1950 et 2010, elle a été multipliée déjà par 4,5. Et on estime qu'en 2050, on aura près de 2 milliards d'habitants, même peut-être un peu plus que 2 milliards d'habitants sur le continent africain. Alors attention, ces estimations ont été réalisées avant la crise du coronavirus. Bon, on en reparlera en 2050, dans 30 ans, vous serez là pour le voir de vous-même. Et est-ce que les estimations auront été réalistes ou pas, ça c'est vous qui le vivrez. Ce défi démographique, cette augmentation du nombre d'habitants, il va poser des défis aux États. D'abord, il faut leur fournir un travail à toutes ces personnes. Alors, il y a des terres à cultiver, mais c'est pas le travail qui enchante le plus les gens. Il y a plein de terres de libre en France. Est-ce que vous voulez tous devenir agriculteurs ? J'en ai pas vraiment l'impression. Pourtant, il y en a du boulot, si vous voulez devenir agriculteur. Enfin, il y en a. Entre guillemets, il faut l'investissement, il faut la terre.
On est d'accord, c'est pas aussi facile que cela, mais ça existe. Ce défi démographique, c'est où est-ce qu'on loge aussi les personnes. Et on a parlé du bidonville de Kibera, le développement des villes, ça pose des problèmes d'urbanisation. Et puis ça pose des problèmes de pollution aussi. C'est-à-dire que derrière ce défi démographique, il y a aussi un défi environnemental qui se pose. On avait 32 millions d'urbains en Afrique en 1950, et on en a aujourd'hui 470 millions. C'est-à-dire qu'on a eu un boom de l'essor de la population urbaine, et il va falloir les loger, toutes ces personnes. Voilà, je cloue ici le cours, je vous laisse rédiger vous-même une conclusion à l'issue de ce long développement. J'espère que tout se passe bien. Le seul travail que je vous demande à faire pour les vacances, donc, c'est la réalisation du croquis qui est joint ici au cahier de texte sur la page du jeudi, même si le cours ne sera mis en ligne que le jeudi soir. Je vous prie de m'excuser de ne pas avoir pu le mettre plus tôt. Bon courage à vous, bonnes vacances, et donc comme je l'ai mis aussi dans le message sur Pronote, j'attends de vous pendant les vacances aussi de preniez en photo les cours que vous avez pris et que vous me les envoyez à l'adresse électronique que je vous ai donnée. Voilà, c'est ce qui me permettra, ce sera un des critères pour moi pour remplir vos livrets scolaires si jamais on ne se revoit pas pendant le 3e trimestre. C'est-à-dire que ceux qui étaient très en difficulté pendant les 2 premiers trimestres, vous avez intérêt à essayer de faire au mieux pour que mon appréciation soit très optimiste sur votre travail. Voilà, je sais que la période est difficile pour toutes et pour tous. Vous m'avez écouté pendant près d'1 heure. Je vous remercie et je vous souhaite bon travail. Au revoir.